Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je voulais réaliser cette petite vidéo, cette FAQ, cette foire aux questions. Ça m'a été beaucoup demandé ces dernières années, beaucoup de questions notamment autour du matériel que j'utilise, mais également des questions plus axées nature, animaux. Ici, je viens de finir mon année scolaire avec succès, ce qui veut dire que maintenant j'ai le temps pour réaliser cette petite vidéo. Alors, une des questions qui m'a été vraiment beaucoup posée, c'est quel matériel de camouflage j'utilise. J'utilise forcément une ghillie, c'est une sorte de combinaison 3D un peu feuillue que je mets quasiment tout le temps à chacun de mes affûts. J'utilise également beaucoup de filets de camouflage, beaucoup de filets de camouflage, dont un qui est vraiment très pratique, c'est celui de chez Tragopan, qui est un filet de camouflage 3D. Et alors, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est déjà on ne perçoit pas vraiment les mouvements qu'on est derrière le filet. Il y a également une ouverture pour passer son objectif qui est quelque part là-dedans. Donc c'est vraiment très pratique pour les photographes. Et pour l'observation des rapaces, notamment la chevêche d'Athéna que je suis depuis quelques années maintenant, j'utilise la petite chaise à fût qui est juste derrière moi, qui est vraiment extrêmement pratique. Il y a des ouvertures de tous les côtés, à l'arrière, à l'avant, à droite, à gauche. Forcément, l'ouverture principale, c'est celle qui aura devant. Extrêmement pratique parce qu'on ne perçoit pas non plus les mouvements qu'il y a derrière, donc pour l'observation des rapaces qui voient tout, c'est super intéressant. Je l'utilise également pour observer d'autres espèces, notamment le martin pêcheur, parfois les hérons, les aigrettes, et puis d'autres sortes de rapaces forcément. Donc ouais, extrêmement pratique comme objet. On m'a très souvent demandé quel était mon matériel photo et vidéo. Alors ici, je vais casser des préjugés, même si je pense qu'ils ont déjà été beaucoup cassés dans le passé. Mais j'utilise vraiment pas un matériel de pro. Bien sûr, je suis pas à plaindre, j'ai un bon matos pour réaliser de belles choses. J'ai toujours le même objectif depuis presque 4 ans maintenant, 3 ans et demi, 4 ans. C'est le 150-600 G2 de chez Tamron. Alors j'en suis très content, mais ça fait maintenant bien 1 an et demi, 2 ans que je sens que voilà, j'ai dépassé mes limites et que j'ai besoin de monter vers du plus haut, mais ça, bon, ça sera pour plus tard. Mais pour l'instant, il fait vraiment le taf. La raison pour laquelle je peux vraiment me permettre de vous dire que c'est pas le matos qui compte, c'est que depuis près de 2 ans maintenant, je ne fais que photographier en manuel avec cet objectif. Bon, c'est pas par envie, mais c'est par obligation. C'est parce que mon moteur AF ne fonctionne plus très bien et il fonctionne 1 fois sur 10. C'est technique quand c'est sur certains sujets, notamment des renardeaux qui courent vers moi ou des oiseaux en vol. C'est très compliqué. Je pense qu'à force d'expérience, voilà, j'ai su plus ou moins gérer la chose et gérer l'inconvénient du moteur autofocus. Mais voilà, vraiment, il n'y a pas besoin d'un matos de dingue pour faire de belles choses. C'est vraiment vos connaissances naturalistes qui vont vous porter vers de belles images plutôt que votre boîtier. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, le boîtier et l'objectif font également la qualité, mais pas que. J'ai également le Mavic R2 que j'utilise pour tous mes plans aériens. Alors j'en suis vraiment très content et je pense vraiment que je ne vais pas changer d'ici très longtemps parce que toutes ces spécificités me conviennent totalement pour l'instant. Il marche super bien, les plans qu'on peut faire avec en 4K c'est vraiment top. Alors pour la partie un peu plus vloguée dans mes vidéos, j'utilise un 18-35R de chez Sigma. Je l'utilise actuellement pour me filmer sur cette vidéo. Il est vraiment incroyable, qualité vraiment très bonne. L'ouverture à 1.8 c'est vraiment top quand il fait très sombre, donc j'en suis vraiment extrêmement content. Quand j'ai besoin d'avoir un angle de vue beaucoup plus grand, alors à ce moment-là j'utilise mon bon vieux 10-18 de chez Canon qui fait amplement l'affaire. Alors il y a mieux, mais honnêtement, pour ce qu'il propose et le prix auquel il est, voilà, j'en suis extrêmement content également. Et puis il n'est pas lourd, donc c'est un avantage. On m'a souvent posé la question de qu'est-ce que c'est que ce truc-là, ce machin encombrant. C'est une housse anti-bruit. Alors ça ne fait pas vraiment partie du matériel photo à proprement dit, mais en annexe, c'est ce que j'utilise tout le temps autour de mon boîtier pour atténuer le bruit quand je déclenche. Je l'utilise quasiment tout le temps, vraiment, il n'y a pas d'exception. Tout simplement parce que je suis très à cheval sur la discrétion. Et donc forcément, j'aime bien camoufler tous les bruits. Et ça me permet vraiment de dissimuler le bruit du déclenchement aux oreilles des animaux. Donc ça, c'est vraiment top. Sinon, j'utilise un autre boîtier qui est le 82. Et concernant le trépied, c'est un Star Blitz. Donc voilà, je vous mettrai la référence dans la description pour ceux qui seraient intéressés. La tête de trépied, c'est une rotule Manfrotto, donc spécialement pour la vidéo, qui fait honnêtement vraiment le taf. J'aime beaucoup son utilisation pour faire des plans smooth, c'est très utile.
Il est vrai que parfois j'emmène des gens avec moi pour leur apprendre des choses, donc c'est un aspect assez pédagogique, mais je le fais toujours pour l'instant par pur plaisir. Cela je le réserve quand même pour plus tard quand je l'espère j'allierai ma passion avec mon travail, mais pour l'instant non, ce n'est pas encore le cas, je ne fais pas de stage photo. Mais en tout cas n'hésitez pas à prendre votre ticket, envoyez-moi un petit message parce que plus tard je risque certainement d'en faire après une formation que j'aurais fait au préalable pour me légitimiser au stage photo, parce que je trouve que je n'ai pas encore la légitimité pour l'instant d'en faire. Alors, comment je ne me pars pas en forêt? En Belgique, les forêts ne sont pas assez vastes, je vais dire. Donc j'ai pas forcément de problème, je risque pas de me perdre. Quand je vais en pleine nature, j'ai tendance à y aller avec un pied assez léger et j'y vais de manière assez lente afin d'éviter déjà tout dérangement et puis juste pour profiter de tout ce qu'il y a aux alentours. Donc je crois que juste je fais mes repères au fur et à mesure que j'avance en forêt, et tout simplement je ne me perds pas quoi. J'ai un sens de l'orientation qui s'est un peu amélioré avec l'expérience et donc j'ai tendance à m'y retrouver plus facilement qu'avant quand je suis en forêt, mais sinon non, je pense que à part si je fais un trail et que je rush voilà, le passage en forêt, il n'y a pas vraiment de risque que je me perde, donc voilà. Et pour les vidéos, j'ai également reçu quelque chose de nouveau de la part d'un partenaire, on va l'appeler comme ça, Ceneware, qui m'a envoyé en fait un kit d'éclairage en RGB LED. Donc ce sont les softbox que vous pouvez voir là, mais il y en a également deux juste ici. Honnêtement, c'est génial, ça s'utilise vraiment très simplement et ça débloque tellement de projets pour le futur que je ne pouvais pas forcément faire. Je les remercie vraiment beaucoup pour cet envoi et je vous mets du coup le lien de cet éclairage dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous êtes intéressé. On m'a également posé une question que j'aime beaucoup, c'est comment m'est venue cette passion. Je pense vraiment que c'est depuis tout petit que ça m'est venu. On a tous voilà, une petite fascination pour la nature et moi également quand j'étais petit, je regardais beaucoup de documentaires, je m'intéressais aux petites anecdotes liées à la biodiversité et petit à petit, voilà, cette passion a grandi et le déclic s'est vraiment fait quand j'ai découvert le travail d'un certain photographe qui s'appelle Paul Niclen, qui fait beaucoup de photographies dans le Grand Nord. Et quand j'ai vu son travail, j'ai juste été fasciné et je suis tombé encore plus amoureux de ce domaine. C'est là vraiment que je me suis dit ok, j'adore la photographie, j'adore les animaux, pourquoi pas essayer d'allier les deux quoi. J'aime beaucoup cette question parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on apprend vraiment à connaître une personne. Comment lui est venue cette passion, comment voilà, est-ce qu'il a appris à aimer telle ou telle chose. Je trouve que c'est important. On m'a également demandé combien de pièges photos j'utilisais pour voilà, faire mon repérage. Alors auparavant j'en avais 3, maintenant j'en ai plus que 2 parce qu'il y en a un qui a été volé. Voilà, super. Et concrètement, le piège photo, c'est vraiment super pour le repérage, sans déranger et surtout, on ne peut pas être présent H24 à un endroit, donc c'est vraiment très utile pour connaître un petit peu les habitudes des animaux. Je ne suis pas vraiment la personne qui va vous conseiller au mieux pour l'acquisition d'un piège photo, mais je sais quand même qu'il faut regarder à certains aspects d'un piège pour savoir s'il est bon ou non. Personnellement, moi je regarde surtout à l'angle voilà, du piège photo et également la sensibilité et surtout l'éclairage en fait, du piège photo, parce qu'il y en a qui éclairent avec une lumière blanche. Je ne préconise pas vraiment ce genre de piège photo parce que c'est comme une lumière de phare, ça se remarque beaucoup plus vite par les animaux. Et il y en a qui ont du coup des infrarouges qui soit sont un peu visibles, soit carrément pas visibles du tout. Et donc là on est assuré vraiment qu'il n'y aura pas de dérangement quoi. Moi je préconise vraiment ce genre de piège photo. Il y a des pièges photos qui envoient directement les images et les vidéos sur le téléphone et c'est vraiment très utile, surtout dans les périodes sensibles comme avec les renardeaux ou alors pendant le brame ou même pour essayer de faire le suivi voilà, d'une espèce qui n'est pas facile à suivre. C'est juste du repérage constant. J'ai 3 spots en Belgique où je couvre le brame. Et sur ces 3 spots, eh bien voilà, il y a toujours un travail de repérage en amont qui a été fait sur plusieurs mois, qui me permet en fait de chaque année y retourner en ayant déjà les connaissances de certains endroits plus appropriés pour l'observation. Donc voilà, il n'y a pas de secret, c'est juste des mois et des mois de repérage sans relâche afin de voilà, tout simplement observer les animaux. À voir que quelques endroits où je peux observer le brame,
ça me permettra de perfectionner voilà, ma démarche pour observer le cerf et également afin de limiter mon impact en termes de dérangement. Et pour vous donner des conseils, je pense que j'en ai déjà donné quelques-uns dans une vidéo conseils pour le brame. Je ne pense pas que j'en referai à l'avenir, tout simplement parce que j'essaye d'être assez pédagogique, mais en même temps, j'ai l'impression que donner des conseils pour observer à cette période, c'est contre-productif en termes de dérangement. Donc j'évite pour l'instant, du moins je pense de cette façon, de donner des conseils ou des astuces pour aller observer les cerfs. Je pense vraiment que si on ne s'y connaît pas assez, il faut juste se diriger vers des organismes qui proposent des sorties guidées et donc en toute sécurité et qui évitent le dérangement pour les animaux en cette période. Ben, j'en ai pas vraiment, j'en ai un qui est très basique de chez Low Pro. Mais c'est pas celui que j'utilise pour sortir en fait. Je prends juste un sac de randonnée, de trekking, je fourre tout dedans. Donc celui que j'utilise c'est un sac qui me suit depuis quelques années maintenant. C'est mon petit sac North Face avec un écusson d'Autriche juste ici. Ouais, il me suit absolument partout, je peux foutre plein de trucs dedans, il y a plein de poches sur les côtés, c'est juste un bonheur de l'utiliser, donc voilà. Que ce soit en termes de photos ou en termes de juste randonnée slash trekking, c'est celui-là que j'utilise et j'en suis extrêmement content. Je peux vous mettre la référence dans la description si ça intéresse certaines personnes, je suis absolument pas sponsorisé, je ne fais aucun pourcentage bien sûr à chaque mot que je dis sur ce sac. Il n'y en a pas qu'une seule, il y en a deux. La première, c'est la première rencontre que j'ai faite avec un chevreuil durant un hiver, à mes débuts en photo animalière. C'était un très jeune chevreuil. Pendant 5 minutes, en fait, on a fait un face-à-face. Il était à peine à 2-3 mètres de moi et on s'est regardé comme ça. J'étais pas forcément camouflé, mais il acceptait totalement ma présence. Il était intrigué, curieux, et je pense que c'est ce qui a rendu cette rencontre incroyable, c'est qu'il avait aucune once de peur dans son regard. Et ça a juste rendu cette rencontre inoubliable. Et la deuxième rencontre qui est pour moi inoubliable, il y a 2 ans durant le brame, où je me suis retrouvé à 5 mètres d'un cerf majestueux, où j'étais couché entre 2 branches de sapin, derrière ma housse anti-bruit. C'était juste une expérience folle, vraiment c'était une expérience folle, j'avais vu plein de choses ce jour-là et c'était vraiment la dernière rencontre du jour dans une forêt de conifères avec une ambiance mystique. C'était également une rencontre assez incroyable. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs où on peut voir certaines images de ce cerf. Rien que d'en parler, ça me donne un peu des frissons. C'est certainement la chevêche, c'est une espèce que j'ai appris à connaître ces dernières années et que je côtoie énormément, à l'heure actuelle également, parce que ici j'observe beaucoup les adultes qui sortent de leur loge. Ça dépend, mais en termes généraux, j'évite quand même les Airbnb parce que c'est la manière la moins économique pour moi. Je suis étudiant, du coup, faut que je m'adapte par rapport à cela. Mais en général, je dors dans ma voiture ou je bivouac tout simplement. Il y a une fois où j'ai été dans un Airbnb, c'est quand j'ai été voir des copains dans le Jura. Mais sinon, ouais, je privilégie quand même la voiture. Non, pas du tout. C'est une source de revenus, pas zéro, mais qui s'en rapproche. Alors YouTube, n'en parlons pas, je vais pas vous mentir, j'ai quand même touché aux environs de 100 € grâce à YouTube. Parfois je produis quelques tirages photos et je fais de la vente de calendriers photos. Donc ça permet quand même d'avoir un certain revenu, une certaine source de revenus pour pouvoir tout simplement continuer à profiter de ma passion et à vous proposer du coup des images. Mais sinon non, c'est pas du tout une source de revenus suffisante que pour moi en vivre et que pour moi me baser juste là-dessus. Plus tard, bien sûr, j'espère, comme je l'ai dit juste auparavant, allier cette passion à mon boulot pour en faire un complémentaire. On verra de quoi l'avenir est fait. La manière la plus efficace pour avoir cette réponse, c'est de disposer un piège photo, mais je comprends que ce ne soit pas toujours possible. Selon moi, il y a 4 choses auxquelles il faut faire attention pour savoir si c'est du renard ou du blaireau. C'est premièrement vérifier l'état des entrées, parce que le blaireau a tendance à être beaucoup plus propre, à entretenir beaucoup plus ses entrées que le renard. C'est aussi le nombre de gueules
qu'il y a, le nombre d'entrées dans le terrier. Pour le blaireau, ça peut aller jusqu'à une trentaine, une quarantaine, voire une centaine. Et également la présence de pots, c'est forcément du blaireau. Les pots, en fait, ce sont des petites cavités dans la terre creusées où le blaireau va aller faire ses besoins. Une autre information, c'est tout simplement les empreintes. C'est regarder s'il y a des empreintes de renard ou de blaireau. Faire attention que parfois il y a des cohabitations. Moi, quasiment tous les terriers de renard que j'ai cette année, c'est de la cohabitation avec du blaireau. Donc voilà, ne pas négliger cette possibilité. Je pense que c'est l'ours polaire, pour toutes les raisons que j'ai évoquées juste avant. Mais voilà, c'est pour l'instant juste un rêve qui est assez peu faisable dans ma capacité d'étudiant, mais j'espère que plus tard ça sera possible dans un contexte, je l'espère, positif, et non pas dans un contexte où l'ours se sera rapproché de villes par manque de nourriture. Voilà, merci le réchauffement climatique bien sûr. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie vraiment à tous pour m'avoir posé ces questions. J'espère que mes réponses pourront vous satisfaire. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire ou par message privé. Voilà, je n'hésiterai pas à les mettre de côté pour une potentielle future autre FAQ. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.